Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine historique à différents niveaux, sur le plan monétaire notamment, avec une normalisation monétaire qui aura été intense tout au long de la semaine. 15-20 banques centrales auront remonté leur taux de manière significative, notamment dans les économies développées. Au total, ce sont plus de 600 points de base de hausse de taux qui ont été délivrés par l'ensemble des grandes banques centrales sur ces derniers jours, avec évidemment pour conséquence un dollar toujours plus fort, toujours plus haut, au plus haut depuis 20 ans, avec des parités qui commencent à être spectaculaires. L'euro-dollar sous 98 cents du dollar aujourd'hui. La livre sterling qui s'effondre littéralement à l'occasion de l'annonce la stratégie budgétaire britannique de la nouvelle première ministre Liz Truss qui veut tout mettre pour la croissance avec un plan de baisse de la fiscalité assez intense à hauteur de 45 milliards de sterling. Le marché pour l'instant regarde ça avec beaucoup de prudence pour le dire gentiment. Le sterling s'est effondré au plus bas de quasiment 40 ans, donc sous 1,10$ contre sterling. Et puis le gilt, le 10 ans britannique, s'est tendu de manière très très spectaculaire. On est quasiment à 4% quand même sur le 10 ans britannique aujourd'hui. Et sur la partie action, rien de très bon non plus. On perd 4-5% sur l'ensemble de la semaine pour les grands indices européens et américains qui sont en train d'ailleurs de revoir les plus bas de l'année qui avaient été touchés dernièrement, fin juin, début juillet. Le cas des actions européennes est intéressant sans doute à regarder avec une valorisation extrêmement faible désormais, un PE forward sur les 12 prochains mois, à peine au-delà de 11 fois les résultats attendus, ce qui nous place effectivement dans des zones de stress importantes qu'on a retrouvées pour la dernière fois lors de la grande crise financière. Est-ce que contre le pessimisme submergent, il est intéressant de commencer à regarder peut-être des stratégies d'investissement sur la partie action européenne? Pourquoi pas? Nous en discuterons avec nos invités en plateau dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous regarderons un petit peu l'investissement durable. Comment est-ce que l'investissement durable est perturbé, peut-être rebattu également avec des paramètres de marché qui changent fondamentalement, à savoir des taux réels qui sont beaucoup moins négatifs, voire positifs, et peut-être pour plus longtemps que ce qu'on imagine. C'est un point clé évidemment pour les investisseurs et nous traiterons ce sujet à travers l'investissement ESG à partir de 17h45 avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, qui sera avec nous en plateau. Mais d'abord, les infos clés de cette fin de journée sur les marchés, de cette fin de semaine avec vous, Alix Nguyen. Et donc, pour les grands indices européens et américains, c'est un retour sur les plus bas de l'année, pour le CAC 40 notamment, après la séquence Banque Centrale qui aura été intense. Oui, Riksbank suédoise, Fed, Banque d'Angleterre, Banque nationale suisse, Banque de Norvège, à l'exception de la Banque du Japon, les institutions du monde entier persistent et signent à resserrer leur politique monétaire et le marché réagit fort. L'idée d'une récession de plus en plus redoutée provoque une vague de dégagement sur les actifs à risque. À noter que dans ce contexte, la poursuite de la contraction de l'activité dans la zone euro complaît le marché. L'indice PMI s'est replié pour atteindre 48,2 ce mois-ci. Il s'agit d'un nouveau plus bas de 20 mois. Et avant même de regarder les marchés actions, il faut bien comprendre que la vraie correction, c'est la correction du marché obligataire qui atteint des niveaux historiques. Pour les marchés de la dette, 2022 est la pire année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette semaine, les taux à 10 ans ont franchi de nouveaux seuils. Ils ont atteint 3,5%, puis rapidement 3,7% aux États-Unis. Ils approchent des 2% en Allemagne et dépassent 2,5% en France.
Et puis des conséquences importantes également sur le marché des changes avec des tendances exacerbées. Et le marché des changes vit un véritable séisme par rapport aux autres grandes devises. Le dollar connaît un différentiel de rendement très important. Il a pris par rapport à elle plus de 16% depuis le début de l'année. L'euro est à son plus bas niveau depuis 20 ans. Quant au yen, on rappelle que sa faiblesse a tellement préoccupé les autorités japonaises qu'elle a provoqué la première intervention de la BOJ sur le marché des changes en 24 ans. Et puis on notera également la faiblesse du secteur pétrolier en bourse avec des cours du pétrole qui sont en baisse marquée. On perd 5,5% sur le baril de brut léger américain et sur le Brent. Le titre Total Énergie est en baisse à la bourse de Paris. Du côté des valeurs qui profitent d'un momentum plus positif, Alix, on peut dire un mot du décollage du titre d'M6. Oui, cela fait suite à la publication d'un article du journal italien La Stampa, selon lequel le groupe de médias de Silvio Berlusconi, Media for Europe, va présenter une offre non contraignante en cash sur les 48,3% du capital de la chaîne française mise en vente par Bertelsmann. Tendance, mon ami, tous les jours, 2 fois par jour à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché chaque soir. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Michel Martinez de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB et Nicolas Gottsman avec nous également en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Commençons évidemment avec la séquence Banque Centrale historique de la semaine. On ne va pas tout détailler. Un des points importants évidemment, c'est ce que fait la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, avec une nouvelle étape qui est franchie, puisqu'on entre, théoriquement en tout cas, en territoire restrictif, et on va avancer encore un peu plus en territoire restrictif. Si on reprend la communication de la Fed cette semaine, il a toujours des formules intéressantes, Jérôme Powell. Sans être économiste, il a parfois un langage clair qui est simple à comprendre. Il y a 6 mois, il fallait être humble and nimble, humble et agile. Là, la recommandation qu'il laisse aux investisseurs, c'est « hope for the best, plan for the worst ». Oui, en fait, je pense que, comme vous le dites, effectivement, je pense qu'il a été très clair. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de communication aussi sur ce qui a été fait. Donc, l'idée là maintenant, on était à un niveau qui était censé être le niveau neutre sur les taux d'intérêt. Donc là, maintenant, on est monté à 75 BP au-dessus et on prévient qu'on va encore monter les taux. À la fin de l'année, à peu près à 4,4% et éventuellement l'année prochaine jusqu'à 4,6%. En disant, voilà, on va rentrer donc en territoire restrictif. On est là pour vraiment freiner l'économie, pour pas venir à notre résultat, c'est-à-dire d'arriver à freiner l'inflation dans un second temps. Je pense que la grande problématique qu'on a avec l'économie américaine depuis le début de l'année, c'est qu'on a une sous-estimation de la force de l'économie américaine qui était déjà vue comme étant effectivement très forte déjà dès la fin de l'année 2021. Mais finalement, sa résistance au cours de l'année 2022 est encore plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. On voit notamment que sur le front de l'emploi, malgré les hausses de taux, ça continue de marcher très bien. On voit les PMI qui ont été publiés ce matin, encore une fois, qui, même s'ils sont un petit peu en dessous de 50, sont 3 points au-dessus des attentes. Sur les services, on repart à la hausse et on peut estimer aussi que l'emploi va continuer encore à performer. C'est-à-dire que pour le moment, encore une fois, et comme ça a été le cas notamment sur les différentes mesures qu'on avait pu avoir, l'économie américaine est vraiment plus forte que ce qu'on pouvait attendre. Et donc, on peut comprendre effectivement, même depuis ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'avec toutes les révisions qu'on a eues à la hausse, notamment sur les chiffres de l'emploi, pourquoi la Fed était ce qu'on appelait, aussi en retard a priori. Ensuite, la question maintenant, c'est que comme il y a quand même un effet sur de la politique monétaire, c'est de voir effectivement jusqu'où ils peuvent aller sans aller trop loin. Pour le moment, je pense que ce n'est pas le cas. En tout cas, on n'a pas d'indicateur vraiment qui peut nous permettre ça. On voit que sur l'immobilier, ça commence vraiment sérieusement à caler, il l'a dit. Par contre, pour la suite, maintenant, j'ose espérer en tout cas que le discours qu'il a maintenant, qui est effectivement très fort, en tout cas pour montrer la volonté qu'ils ont de lutter contre l'inflation, sera quand même plus fragile lorsque effectivement les chiffres sur l'emploi commenceront à se dégrader sérieusement et voilà, et qu'on aura éventuellement un retournement du discours à ce moment-là et que le discours qui est un peu va-t-en-guerre contre l'inflation aujourd'hui sera atténué lorsqu'on rentrera vraiment dans le dur, mais ce que j'imagine arriver aussi. On ne sous-estime pas évidemment la capacité de la Fed à
à modifier son discours, voire à renverser son discours. C'est déjà des phases qu'on a connues dans le passé. Comment ça peut se passer? Qu'est-ce qui peut caractériser ce que tout le monde attend et ce concept de pivot de la Réserve fédérale américaine, selon vous Alors, déjà, évidemment, le premier point, c'est l'inflation. Là, pour le moment, en fait, étant donné justement la force de l'économie américaine, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on attend véritablement. En fait, tout ce qu'on avait développé l'année dernière sur l'histoire de l'inflation transitoire, qui était d'ailleurs une réalité quand même, a été remplacé au fur et à mesure des mois, on va dire depuis un an, par la force de la demande intérieure américaine. Aujourd'hui, cette force de la demande intérieure explique la majorité de l'inflation qu'on peut voir aux États-Unis. Donc, il est effectivement logique qu'elle intervienne. Pour le moment, en tout cas, le rythme de création d'emplois, de progression des salaires ne nous permet pas d'envisager vraiment que ça puisse se calmer sérieusement sur le fond de l'inflation. En gros, si on considère que l'inflation américaine est à peu près comprise entre 8 et 9% aujourd'hui, la moitié, en gros, vient vraiment de la demande. L'idée maintenant, c'est de revenir un peu plus bas. Effectivement, mais ensuite la grande question, c'est toujours de savoir si à partir du moment où on sera revenu, on va dire, sur un champ plus acceptable, c'est-à-dire on va dire autour de 3%, et comme il y a eu pas mal de recherches là-dessus, c'est que le passage de 3% à 2% d'inflation risque d'être beaucoup trop douloureux pour la Fed pour pouvoir s'engager dans un sens qui soit aussi va-t-en-guerre qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'accord. Comment vous comprenez alors, la communication de la Fed? Et est-ce que le marché est en phase avec le schéma higher for longer? Alors déjà, est-ce que le marché, chez Pictet, est-ce que vous êtes en phase avec l'idée à peu près du taux terminal qui a été réévalué en permanence, entre 4,5 et 5, pour dire les choses simplement. Et puis, l'autre phase, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est la course de vitesse. Il faut front-loader, vite accumuler, délivrer les hausses de taux pour arriver au taux terminal. Et puis ensuite, il y a la phase où il faut tenir. Et là, la Fed nous dit on restera en territoire restrictif avec des taux directeurs au-delà de 4% pendant peut-être 2 ans. Oui, je crois qu'il y avait plusieurs façons d'interpréter cette Fed. Il y avait une façon, je dirais, plutôt optimiste. C'est de dire, voilà, ils n'ont pas fait 100 points de base, mais 75 seulement, c'est pas mal. Et puis, ils remontent leurs anticipations de taux, ils rajoutent de la crédibilité, ils prennent l'inflation au sérieux, elle va donc baisser. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose. Alors, évidemment, le marché ne l'a pas pris comme ça. On le sait, ce que voit le marché, je pense, c'est qu'il se dit, voilà, il révise sans cesse à la hausse ce taux neutre. Et au fond, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne sont pas ancrés. Alors, on voudrait, nous, avoir un ancrage de la politique de taux à moyen terme. On voudrait avoir un ancrage de l'inflation. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, en révisant à chaque fois, la Fed elle-même ait perdu cet ancrage. Donc, c'était plus, pour nous, finalement, j'ai l'impression, le sentiment, en tout cas pour le marché, que la Fed ne sait pas vraiment où elle va aujourd'hui, et en plus, si elle y va, c'est plutôt une direction qui n'est pas très favorable au marché. Voilà, et voilà, jusqu'où ils vont remonter ce taux. Et je pense que c'est plus ça aujourd'hui que craignent les marchés. Si on disait, voilà, ils vont aller à 4,6 fin 2023, c'est le bon taux, c'est celui-là, je pense qu'on aurait eu peut-être même un beau rallye sur le marché. Mais voilà, le fait qu'ils révisent à la hausse à chaque fois, finalement, voilà, ça fragilise quand même la fiabilité de leur. On a besoin d'une Fed fiable, et c'est vrai que voilà, elle s'est déjà un peu trompée sur l'inflation, elle n'était pas seule. Il y a beaucoup d'économistes qui sont trompés sur l'aspect transitoire. En tout cas, voilà, c'était un petit peu plus long que prévu. Puis je pense que voilà, ce qui commence aussi à rentrer dans le marché, c'est que je pense que le dernier chiffre d'inflation a fait quand même beaucoup de mal. Et c'est un chiffre d'inflation qui est quand même, il faut bien regarder, c'est que voilà, on a quand même aujourd'hui des hausses de salaire qui permettent quand même plus une épargne accumulée des ménages qui permet de nourrir une hausse des prix. Il y a un peu de réserve, il y a des hausses de salaire. Donc ça, c'est important. Et puis deuxième chose, l'immobilier a été très fort. Alors il ralentit fortement, mais il a été très fort l'année dernière. Et assez souvent, après une année de hausse de l'immobilier, on a une année de hausse des loyers. Ouais. Donc on va avoir une inflation qui va être beaucoup plus tenace. Par exemple, le consensus économique, aujourd'hui, il est plutôt à 3,5 pour 2023. Nous, on n'est pas loin de 5. Alors, on voit toujours une inflation. Le break-even 1 an d'inflation, il nous dit 2+ fin d'année prochaine. Voilà. Non, mais pour donner un peu la gradation des différentes anticipations qu'on trouve. Quoi. Et en plus, sur l'inflation, je pense qu'on va trouver effectivement, entre économistes, une dispersion qu'on n'avait jamais eue auparavant. Donc finalement, une prime de risque assez importante sur le doute des anticipations d'inflation, sur le sentiment que la Fed n'est pas complètement, pas complètement en maîtrise. Et c'est très difficile. Voilà, c'est un phénomène nouveau, cette inflation. Et puis quand même une inflation qui, voilà, je pense que les gens comprennent, va baisser, mais quand même pas très vite. Non. Alors, moi je trouve que si l'inflation arrive à 3%, aucune raison pour la Fed de continuer une politique monétaire restrictive. Mais je dirais que c'est pas à manger tout de suite, il faut attendre un petit peu. Pour l'instant, elle est en train de s'ajuster à la hausse. On ne sait pas quand elle termine. Vos commentaires, Michel, de manière assez globale, et la Fed notamment, les banques centrales sont très backward-looking,
regardent les données du passé parce qu'elles veulent être certaines de ce qu'elles voient d'une certaine manière, même si la qualité des données passées n'est pas toujours non plus forcément très importante. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, quand même, les banques centrales et la Fed regardent un petit peu devant parce qu'on le voit bien quand même, dans les prix de marché ou dans les anticipations, l'inflation américaine, effectivement, n'est pas amenée à rester à 9% pendant encore très longtemps. Oui, mais c'est les anticipations de marché. On le voit comme avec les taux nominaux. Il suffit de peu de choses pour que ça change complètement de niveau. Donc aujourd'hui, ces anticipations de marché, je pense qu'elles reposent sur l'idée qu'à un certain horizon, un peu plus d'un an, les banques centrales auront fait ce qu'il faut pour que l'inflation revienne. Mais ça ne nous dit pas exactement quel est le niveau qu'il faut qu'on fasse. Par quel chemin on passe pour en arriver là. Et on n'y voit pas plus clair là après un an de hausse de taux, enfin un peu moins. Mais en fait, il y a une vraie difficulté, c'est d'estimer quel est le degré nécessaire de durcissement, de restriction de la politique monétaire. Après, il y a une photo qui, moi, me semble très clairement exprimée par la Fed, et je les félicite, qui est de dire, quand on prend la photo dans les dernières figures, là où à un moment où on a toutes les données possibles, on va dire fin juin 2022, c'est une photo qui décrit l'économie américaine, ça a été dit, avec un fort excès de demande sur l'offre. Et c'est valable sur tous les segments de l'économie, sur les marchés des biens, des services, sur le marché du travail. Et ça se traduit par toutes sortes d'enquêtes qui montrent beaucoup de tensions. Ça se traduit par une demande, une croissance, malgré l'inflation. Alors on dit, l'inflation, elle est à 8, à 10, et la consommation, elle continue. Mais oui, il y a un excès de demande, parce qu'il y a une dynamique sous-jacente qui est forte. Et ça se traduit aussi, bien sûr, dans les prix, avec une inflation domestique aux États-Unis à plus de 6%. En zone euro, on est à 5%. Et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Un fort excès de demande sur l'offre. Et donc après, il faut quantifier cet excès de demande sur l'offre. Et puis après, ça pour la Banque centrale, parce qu'elle est seule à vouloir réduire cet écart, savoir quel niveau de restriction. Et alors, ça a été rappelé, en fait, on a l'impression que la Banque centrale marche de façon un peu aveugle et découvre en marchant. Je pense qu'il y a des raisons à ça, parce que on sort d'une longue période de 10, 15, presque 20 ans où on a eu de la désinflation, on ne savait pas trop d'où elle venait. Et là, on a de l'inflation, on ne sait pas trop d'où elle vient. Il y a des raisons que j'ai évoquées, mais les rapports, les multiplicateurs, les effets quantitatifs ne sont pas bien contrôlés. Je veux juste rappeler une chose, c'est qu'il y a une période qui était avant les crises, la grande crise financière, la crise de la dette. Toutes les équipes d'économistes et les banques centrales utilisaient des outils qu'on appelait les règles de Taylor, qui marchait très bien à l'époque, On pouvait à quelques mois prévoir ce qu'allait faire la Banque centrale, parce que les économistes, les marchés et la Banque centrale avaient les mêmes outils. Mais aujourd'hui, si vous les ranimez, ils vous disent que la Fed doit remonter ses taux à plus de 6% et la BCE à plus de 5%. Les mêmes outils. Heureusement qu'on ne les utilise plus. Mais qui vous dit qu'ils ne seront pas utilisés? Honnêtement, je ne mettrais pas du tout ma main à couper là-dessus. Donc pour moi, le risque, il est vraiment d'un durcissement très prononcé. Encore une fois, à partir du principe où on reconnaît que la Banque centrale, son mandat principal, c'est de faire tomber l'inflation à 2 et pas à 3, à 2. Et 3, c'est pas bon. C'est 2 l'objectif. Si on fait ça, non mais je parle de ce principe. Nicolas, ensuite, mais il faut concevoir qu'elles ont retrouvé ce logiciel. On peut toujours en douter, mais si elles nous disent, on fera tout pour que moi je les écoute aussi et c'est ce que je comprends, Michel. Mais je suis d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que si les lois de sous Trichet, comment il s'appelait, Greenspan, ça s'appliquait donc 2%, et puis ils y arrivaient. Il faudrait des taux d'intérêt à plus de 6% aux États-Unis aujourd'hui, et avec les mêmes outils, à plus de 5% en zone euro.
C'est la seule chose que je dis. Est-ce que c'est des règles qui sont consistantes avec le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui? C'est pas ce qui est en train de se passer. C'est juste dit. Et ça pour montrer effectivement. Ça explique peut-être que à mesure que ces outils sont réveillés, réanimés, on voit des hausses de taux de 75 points de base de toutes les banques centrales et une révision à la hausse des taux terminaux. Et ce que je dis, c'est qu'on n'est pas probablement au maximum où on peut aller. Je sais que ça vous fait pas plaisir. Non, j'entends bien. Je dis simplement que et tout ça, ça vient. Encore une fois, ça part de. Je vais essayer d'être court sur ce sujet, mais c'est l'idée que l'inflation va ralentir, mais l'inflation sous-jacente reste très forte. Et le déterminant principal de l'inflation sous-jacente, ça reste les salaires. Et les salaires, eh bien, aux États-Unis, ils sont à 6%. En zone euro, ils sont à 4,5%. Mais on est très très loin de progression salariale qui est compatible avec 2%, très très loin, dans les deux cas. Donc vous êtes banque centrale, soit il y a si tant est que la dynamique des salaires soit très durable, peut-être qu'il y a un rattrapage qui à un moment butera aussi peut-être sur une réalité économique. Peut-être, mais en général c'est des processus qui sont pas très volatiles. Ouais, je comprends. Il y a de l'inertie, c'est embarqué. Il y a beaucoup d'inertie. Ça veut dire que vous allez rester avec ces niveaux d'inflation pendant longtemps, mais au moins 18 mois, 2 ans, voilà. Et Nicolas, est-ce que, sans faire le débat théorique sur la règle de Taylor, mais est-ce que c'est ce que vous, même si ça fait pas plaisir, est-ce que c'est, il faut concevoir qu'aujourd'hui ce genre de logiciel, de fonction de réaction, a retrouvé sa place chez les banques centrales? Je ne pense pas que ce soit le cas aux États-Unis, en fait. Mais en fait, l'idée, c'est que la Banque Centrale Européenne et la Réserve fédérale des États-Unis ont tous les deux enclenché leur revue de politique monétaire. Donc, c'était en 2020 aux États-Unis, en 2021 pour la zone euro. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ont dit qu'ils feront une nouvelle revue dans 5 ans. Donc les États-Unis, c'est 2025. Aujourd'hui, effectivement, il y a un problème de crédibilité de la Fed. Elle le sait très bien publiquement, politiquement, c'est compliqué pour eux. Et donc, il est pour eux, effectivement, comme vous le dites, je pense hors de question de parler de 3% aujourd'hui, alors qu'elle s'est engagée à avoir une inflation à 2%. Ça semble parfaitement cohérent. Par contre, quand je regarde les débats, on va dire universitaires, ou des gens qui sont proches de la Fed, cette question du 3%, elle existe au sein de la Fed depuis pas mal de temps également, avec que ce soit d'ailleurs une cible à 3% ou alors d'autres moyens, et que je pense effectivement que si jamais on a un déclin lent de l'inflation et qu'on se retrouve en 2024-2025 avec une inflation qui soit autour de 3%, on cherchera peut-être pas à ce moment-là à faire la dernière marche qui nous ramène à 2. Et voilà, il y a eu un grand rapport qui a été sorti il y a 15 jours, justement, qui montrait justement le niveau de dégâts que peut faire éventuellement un ralentissement de l'économie si on a une inflation à 3% et de venir chercher le 2%, ce que ça peut faire comme dégâts sur sur l'emploi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller en gros écraser l'emploi et de mettre des gens au chômage pour avoir un passage d'inflation de 3 à 2%? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée et je ne pense pas que ce soit aussi leur idée. Et en plus, dans les configurations qu'on a eues depuis 20 ans, on peut dire que le cible de 2% est permis d'atteindre le plein potentiel des économies aussi bien aux États-Unis, mais surtout évidemment en Europe, et que si on avait justement des économies qui se poussaient un peu plus au-delà de leurs limites, nous permettrait d'avoir des résultats qui seraient sans doute, à mon avis, meilleurs. Mais ça, on peut pas le dire. Quand on est à la recherche de sa crédibilité perdue, on ne peut pas changer l'objectif en cours de route. Ils ont changé les règles il y a 2 ans. Ils ne vont pas dire au cours de route, on va changer tout au milieu. Ça, c'est pas sérieux. Si on avance, alors on parlera de la BCE et de l'Europe spécifiquement, mais dans les faits marquants de la semaine, il y a quand même l'intervention des autorités japonaises à travers le ministère des Finances sur le yen, pour la première fois depuis 1998. D'ailleurs, ça nous ramène toujours à la Fed et aux effets de bord que génère le durcissement intense, rapide de la politique monétaire américaine, que tout le monde ne peut pas suivre. Il y a un débat qui monte d'ailleurs sur l'idée de combien du durcissement monétaire qu'on observe là à travers cette semaine dans le reste du monde est directement lié peut-être au rythme et au chemin qui est imposé par la Réserve fédérale américaine. Quand on voit 100 points de base en Suède, si la Fed montait pas aussi agressivement, est-ce que 75 points de base n'auraient pas été suffisants, etc. Et le Japon, avec une banque centrale qui ne peut pas bouger, qui ne veut pas bouger aujourd'hui, doit quand même
défendre sa devise. Oui, alors le dollar très très fort, beaucoup de pays doivent suivre le dollar, notamment beaucoup de pays émergents se financent en dollars, donc effectivement impossible à quantifier, mais il y a un effet resserrement de la Fed dans la politique monétaire de beaucoup de banques centrales. Pour ce qui est du Japon, voilà, on a un petit peu d'inflation au Japon, c'est une inflation qui a été tellement voulue, désirée, tellement longtemps. mais oui. Et si on voulait reprendre ce que disait Jérôme Powell il y a quelques temps, d'ici l'inflation a été un peu en dessous de 2 pendant un moment, elle peut être un peu au-dessus de 2 pendant un moment. Bon, ça c'est oublié évidemment aux États-Unis. Au Japon, je pense qu'on peut garder une inflation de ce type-là encore assez longtemps. Donc, la Banque centrale japonaise n'a pas véritablement n'a pas véritablement raison aujourd'hui de resserrer sa politique monétaire. Alors le seul souci effectivement, c'est la faiblesse du yen, alors qui d'un côté quand même bénéficie aux exportateurs, mais qui finit quand même par être troublante, amener de l'inflation importée, une perte quand même de pouvoir d'achat à l'extérieur. Donc voilà, ils essayent de réguler ça. Assez souvent, alors après je ne veux pas spéculer là-dessus, assez souvent l'intervention d'une seule banque centrale qui en plus ne va pas vraiment resserrer sa politique monétaire, ça peut être assez temporaire. Maintenant, si d'autres banques centrales sont d'accord pour dire que le yen finalement commence à être vraiment trop faible par rapport au dollar, c'est-à-dire si la banque centrale américaine veut bien faire quelque chose, à ce moment-là on peut avoir un renversement. Mais je crois qu'aujourd'hui, il fallait quand même envoyer un petit signal à 145 yens. Voilà, on s'est mis acheteur nous de yens, mais vraiment sur une base de valo. D'accord. Hein, tout le momentum, tous les arguments sont, je dirais, contre nous. Hein. On a une Fed qui resserre, une BOJ qui ne va pas bouger. Malgré l'inflation, mais les niveaux sont tels qu'on se dit effectivement il va finir par y avoir quand même une réaction des autorités. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit gagné aujourd'hui, parce que c'est une banque centrale, je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu fragile, mais enfin voilà. Ça peut, parce que d'une certaine manière, alors c'était un one-way trade, mais en même temps, c'était un pôle de stabilité quand même dans les marchés. Là, ça crée de la volatilité en plus sur des positions qui sont très importantes chez les investisseurs. Enfin, le carry yen sur dollar, c'est un trade qui est très couru, on va dire. Voilà. Je disais des choses. Voilà, les positions vendeuses sur le yen atteignaient des records. Bon, c'est peut-être le bon moment pour la Banque centrale d'intervenir. Il dit, si tout le monde a vendu, ce sera difficile de tenir. Et donc, elle a renversé la vapeur. Donc, je pense que c'est un peu une forme de punition des spéculateurs en disant, attention, nous sommes quand même là. Quand est-ce qu'ils resserrent leur politique monétaire à court terme? Nous, ça nous paraît improbable. Je pense que c'est plus l'année prochaine qu'il faudra regarder ça. Le mandat d'Haruhiko Kuroda se termine en avril 2023. Voilà, donc si jamais c'est un moment important pour le Japon. Il laissera faire ça son successeur. Successeur. Voilà. Si on en revient à la BCE, Michel, alors, vous avez une position assez singulière sur l'Europe qui est pas la position dogmatique des faucons, qui est une position d'économiste, mais qui consiste à dire, vous allez nous expliquer, mais que il faut peut-être qu'on croit un peu plus en nous. D'une certaine manière, et en nos forces, parce qu'il y a quand même des aspects positifs en Europe. Et donc oui, vous dites, l'Europe peut supporter une normalisation monétaire, alors telle que la BCE l'imagine, ou telle que les marchés l'anticipent. Le taux terminal est vu à 3,25% désormais pour le mois de septembre 2023. Et quand je dis supporter ce rythme de normalisation monétaire, ça implique pour moi de ne pas passer par la case... dépression économique ou récession très sévère qui nous ferait perdre à nouveau de la croissance potentielle, de la production à terme, etc. et qui réduirait encore un peu plus la croissance potentielle de la zone euro. Il y a un chemin pour ça. Oui, alors après, il y a plusieurs chocs. Il y a que l'économie européenne, comme d'autres économies avancées, prennent, c'est le durcissement des conditions financières, c'est la hausse pour les entreprises de la part des salaires dans la majorité, la valeur absolue, donc la valeur ajoutée, pardon, et donc la réduction des marges. Et puis il y a le choc plus spécifique à l'Europe, qui est la crise énergétique. Et oui, alors in fine, on a des prévisions, nous, de croissance l'an prochain, autour de 20%, donc légèrement inférieur au potentiel, mais maintenant on est au-dessus du consensus. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs économistes maintenant qui prévoient une récession, voire même une récession marquée. Donc c'est vrai qu'on se distingue sur le sujet. Je dirais que le raisonnement, il est celui que j'évoquais
au préalable, à savoir que la photo, on va dire fin juin, il a été très bonne, un peu comme aux États-Unis, des taux de marge historiques. Il y a une force sous-jacente de l'économie qui est encore présente, qu'on ne voit pas forcément dans les chiffres. J'ai envie de dire, nous, on a été positifs tout au long de l'année, mais j'avais pas mal de confrères ou de clients investisseurs qui nous disaient que l'économie européenne, dès la crise, la guerre en Ukraine, allait ralentir, tomber en récession. Et nous, on disait non, ça va accélérer très fort. Et les chiffres ont été révisés à la hausse en permanence. C'est ce qui s'est passé. Et là, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le secteur privé était encore, fin juin, dans une santé extrêmement bonne, que ce soit entreprise, et c'est vrai aussi pour les ménages. Il y a beaucoup d'inflation, mais les ménages ne perdent pas de pouvoir d'achat, ou peu. Quand vous regardez les chiffres, regardez-les. Et en plus, il y a beaucoup d'épargne accumulée, donc ils consomment. Et y compris le ménage médian ou moyen ou standard. Y compris le ménage moyen, médian et standard. Donc après, ça ralentit par rapport à les périodes de croissance de l'an dernier, mais ça reste en croissance. Donc il y a cette photo. Alors c'est pas une photo qui va durer éternellement, hein. Les marges vont baisser, tous les facteurs vont peser et ça va ralentir. Après la question c'est que dans quelle mesure ça va ralentir. Oui, in fine, nous on fait des calculs et on estime que la croissance sera encore correcte l'an prochain. Malgré une récession industrielle qui semble inévitable. Oui, on a... Et peut-être même dans la construction aussi. L'immobilier peut-être fragilisé aussi. L'immobilier, mais il y a deux choses. Il y a l'immobilier et construction. C'est pas la même chose. D'accord. La construction reste dynamique en Europe. Et même en France. Et sur la partie industrielle, on peut supporter une récession industrielle sans que ça fasse basculer l'ensemble de nos économies dans une vraie récession. Et alors la récession industrielle, elle est déjà en train de se produire. Oui. Elle est déjà en train de se produire. C'est-à-dire que c'est pas cet hiver que ça va se casser la figure. Ça se casse la figure dès maintenant, au 3e trimestre. Mais en Europe, vous voyez, on dit nous, il va y avoir encore un peu de croissance. Ça va pas être des chiffres catastrophiques parce qu'il y a d'autres éléments. En particulier au 3e trimestre, il y a le tourisme, etc. Il y a des services, l'économie diversifiée qui vont compenser la baisse. Alors, je ne sais pas si on peut parler de dépression, mais on aura une forte baisse de la production industrielle au 3e et au 4e trimestre. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, l'industrie, c'est 15% du PIB. Donc, même si vous dites ça baisse de... Et donc, vous dites finalement, la BCE se trouvera peut-être en capacité de poursuivre sa normalisation sans avoir à arbitrer trop durement de l'inflation contre la croissance. Il peut y avoir une récession technique, tout ce que vous voulez, quelques chiffres. Mais du point de vue de la Banque centrale, ce que je disais au préalable, c'est est-ce que la dynamique sous-jacente, en particulier du marché du travail, est inversée ? La Fed est très claire. Elle dit, moi, je veux que le taux de chômage augmente. Et je veux que le taux de chômage augmente quasiment d'1 point. C'est con. Ça veut dire une récession. Oui. Et elle espère que si le taux de chômage augmente d'1 point... ça suffira. Les salaires vont baisser. Oui. Après, on peut en discuter, mais la logique, elle est là. Et il faut le paye, c'est le mot. Voilà. D'une certaine manière, c'est aussi une question que la BCE doit se poser dans des proportions moindres. Mais alors après, par quel canot ça agit, le durcissement monétaire ? Eh bien, c'est des canaux qui prennent du temps avant de se faire. Il y a le canal des exportations, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt positif. Et en net, c'est plutôt légèrement positif. On paye nos importations plus chères, mais comme on a des zones plutôt exportatrices, on bénéficie plutôt de l'euro faible. Donc c'est plutôt un élément de soutien. Et puis l'autre canal, mais le canal vraiment principal, c'est le crédit. Mais le canal du crédit, donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire moins d'investissement immobilier. Ça veut dire moins d'investissement des entreprises. Est-ce qu'on le voit ça aujourd'hui ? Non, on ne le voit pas. Mais ça va peut-être venir, mais dans quel... Le risque de sudden stop, il n'est pas, il est pas fort aujourd'hui. Mais honnêtement, alors après, si on raisonne en termes de taux d'intérêt réel en zone euro, si vous êtes une entreprise qui est pas, une entreprise qui a pas un modèle économique basé sur l'énergie, qui est relativement confiante à 3-5 ans, et elle n'a pas intérêt à encore prendre du crédit. Surtout si elle imagine qu'on n'est pas encore... Et je prends la même chose pour un ménage. Un ménage qui n'est pas inquiet sur ses perspectives d'emploi et de salaire à 3-5 ans.
S'il n'y a pas de contraintes comme le taux du zéro. J'entends. Mais c'est encore un bon moment pour lui. S'il anticipe que les taux d'intérêt vont monter pendant 3 ans. Ça crée un phénomène d'anticipation. Il y a ce phénomène. Et qu'on voit sur le marché du crédit obligataire et sur le marché du crédit bancaire. Donc, j'en reviens toujours à la question, c'est que quand les banques centrales sont en train de normaliser, pendant toute la période où il y a la hausse des taux, on n'est pas stabilisé. Eh bien, il y a probablement un ralentissement de l'investissement, mais un sudden stop, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait eu. J'entends. Nicolas, 3,25%, le taux terminal de la Banque Centrale Européenne vu par les marchés, alors ongoing, évidemment, mais c'est choquant déjà. Moi, je trouve. En fait. Je sais. Voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a un point qui me semble... qui n'est pas trop discuté, que je trouve quand même assez important, c'est que si je prends aujourd'hui le PIB français, alors qui est censé mesurer, on va dire, notre économie, en fait, je constate que le déflateur du PIB, c'est-à-dire donc la mesure d'inflation qui est intégrée au PIB, en France, au Q2 2022, elle est de 1,6%. Donc on a une inflation de 1,6%. Aux États-Unis, comparativement, par exemple, on est à 7%, en Allemagne, on est à 6%, et en France, on est à 1,6%. Et en zone euro, on est à 4%. Donc on a apparemment une évaluation. La France étant peut-être un pays extrêmement bien protégé contre l'inflation par rapport à d'autres. Alors c'est ça. Est-ce qu'il reflète autant la moyenne que d'habitude de ce point de vue-là ? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement dans le PIB, comme partout, en fait, on enlève les prix de l'inflation, de l'inflation importée. C'est le cas en zone euro, c'est le cas pour la France, c'est le cas pour les États-Unis. Donc là, on voit la différentielle entre la France et les États-Unis. Les États-Unis, il y a une demande intérieure très forte, et du coup, voilà. Et donc vous avez un PIB aujourd'hui, en tout cas, qui est un petit peu faussé parce que justement, vous ne prenez pas en compte l'inflation importée, alors que évidemment les importations sont importantes. Et donc vous avez une autre mesure qui est le revenu intérieur brut. Et d'ailleurs l'INSEE a fait une note là-dessus justement pour expliquer justement qu'en fait il fallait prendre aussi cette mesure-là en compte, qui va plutôt mesurer, on va dire plus ou moins le pouvoir d'achat des gens. Et là, si vous regardez cette mesure-là, c'est-à-dire que si vous appliquez un déflateur, donc une inflation qui correspond à ce que vivent véritablement les gens en France, en fait on est en récession depuis le Q3 2021 en France. Vous êtes également à un niveau aujourd'hui au sein de la zone euro qui est inférieur à celui de la fin de l'année dernière. Donc de ce point de vue-là, en fait, on serait déjà en récession depuis le début de cette année. Et donc, quand vous regardez ça, vous vous dites que peut-être que ça vaut le coup d'être un petit peu plus mesuré sur ce qui est en train de se passer en zone euro, parce que vous voyez que, en gros, le pouvoir d'achat des gens est largement déjà impacté et touché assez fortement. Ensuite, si vous regardez le PIB de la zone euro pour le Q2, depuis le début de l'année, vous voyez que vous avez une contribution, en tout cas sur le PIB nominal, une contribution tout à fait exceptionnelle des inventaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Simplement, en fait, on a acheté du gaz, on a acheté du gaz, et donc vous avez des inventaires qui sont à un niveau très élevé, ça représente 1,8% du PIB. Vous savez que ça aussi, donc vous avez un inventaire. Oui, il y aura un contre-coup. Il y aura un contrebalancement. Donc vous savez déjà, en gros, que votre pouvoir d'achat est déjà impacté, que votre PIB nominal est peut-être un petit peu surévalué par rapport à ce qui devrait être à cause des inventaires. Vous êtes déjà en situation de fragilité. Et par rapport à ça, alors que, encore une fois, vous ne subissez pas du tout la même situation qu'aux États-Unis, vous souhaitez, vous orienter dans la même voie, me semble, à mon avis, très périlleux, risqué. Et pour la suite des événements, surtout avec le niveau de risque qu'on a en 2023, ce qui m'embête d'autant plus, c'est de voir, par exemple, dans le discours qu'il y avait plein de bonnes choses dans le dernier discours de Christine Lagarde, mais ce qui m'inquiétait, c'était de voir que, en gros, il y avait une phrase qui disait, en gros, si jamais aujourd'hui le niveau d'offre n'arrive pas à s'élever, on va devoir ajuster cette demande-là au niveau d'offre. J'entends. Et je trouve ça particulièrement problématique parce qu'en gros, mais on peut espérer quand même que les problèmes de l'offre se résorbent. Justement, on peut. Oui, j'entends bien. Et en gros, en fait, alors que j'ai vaguement l'impression que ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même d'essayer aussi de soutenir, depuis le début de cette crise, de soutenir justement suffisamment la demande pour que l'offre soit incitée, elle, à rattraper le niveau de la demande. Je pense qu'il y a quand même aussi cette volonté-là. Et c'est ce qui s'est passé sur les 10 dernières années aux États-Unis. Malheureusement, en Europe, on a cette habitude de vouloir, en gros, à essayer de matraquer la demande, et ce qui fait qu'on a toujours une offre qui va se réduire au fur et à mesure des années, et ce qui nous donne des taux de croissance qui sont quand même largement inférieurs à ceux des États-Unis depuis une vingtaine d'années. Bon, pour avancer dans le débat, et je vous passe la parole, Frédéric, en tant qu'investisseur, comment vous tranchez le cas des actions européennes, puisqu'on reste quand même dans cette idée où l'Europe est peut-être fragilisée aujourd'hui. Les prix de marché et les valorisations de marché reflètent cette situation peut-être pleinement d'ailleurs. Nous, on est plutôt prudents depuis un moment, donc plutôt vendeurs. Je pense qu'il y a...
maintenant, ça mérite un petit peu plus réflexion quand même, puisque bon, il y a beaucoup de pessimisme aujourd'hui qui est entré dans le marché. Je pense que la plupart des stratégistes aujourd'hui sont vendeurs. Vous regardez même aux États-Unis, on demande aux ménages, il y a une enquête auprès des ménages, l'association plutôt des investisseurs individuels américains, on atteint des niveaux de pessimisme absolument extrêmes. Les niveaux de valorisation aujourd'hui sont vraiment quasi au plancher, avec dépendant des mesures 10, 11 de PE sur les actions européennes. C'est quand même hyper intéressant. Et puis c'est vrai, je rejoins un peu ce qui a été dit. Au fond, les taux, bon, ils ont monté, mais voilà, on emprunte un peu au-dessus de 2 quand on est un État en moyenne en Europe, autour de 4% quand on est une entreprise. On a une inflation qui est très supérieure, et même si l'inflation atterrit, on aura quand même des taux réels finalement qui ne sont pas si élevés que ça, au fond. Donc, on a un environnement qui est pas si mauvais que ça pour revenir sur les marchés. Alors pourquoi on le fait pas? Voilà, donc on bouge pas. Donc voilà, on pressent bien quand même que ça viendra, mais pourquoi pas maintenant? Mais parce que aujourd'hui, il n'y a pas de catalyste, il n'y a pas. Il manque le momentum, les flux. Enfin, c'est ça, c'est des aspects un peu techniques de marché qui vous manquent. Il faut une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a une dérive des banques centrales qui sont là en train de chaque fois remonter un petit peu. On en parlait tout à l'heure, les anticipations. On a une économie, elle va peut-être rentrer en récession, elle va peut-être pas rentrer en récession, mais en tout cas elle ralentit, et on a toujours des attentes de profit en plus qui sont quand même, on se demande, des marges qui sont attendues très élevées alors qu'il y a pas mal de pression. Alors après, ça peut se discuter, puisque les entreprises, s'il y a de l'inflation, c'est bien que les entreprises arrivent à répercuter certains coûts sur les ménages. Donc, je sais pas, il faut peut-être attendre que le prochain chiffre d'inflation aux États-Unis, on aimerait bien quand même que l'inflation sous-jacente rebaisse. Si on a un deuxième mois d'inflation sous-jacente qui monte aux États-Unis, l'équipe temporaire, elle va commencer à trembloter un peu. Et là, ça peut être un peu plus mauvais. Donc voilà, peut-être un bon chiffre d'inflation, ou alors vraiment, comme Saint-Thomas, quoi. Non, mais enfin, on veut voir. On a besoin quand même à un moment donné. Quand on est dans le brouillard, c'est comme le dollar. Aujourd'hui, le dollar est extraordinairement cher. On peut assez raisonnablement penser que si on le vend aujourd'hui, dans 2 ans, on aura gagné. Mais enfin, 2 ans, c'est long. Et les banques centrales, la Banque centrale américaine resserre ses taux. Il y a moins de dollars. Il faut en acheter. Le dollar monte. On ne voit pas ça changer à court terme. Donc, peut-être c'est encore un peu trop tôt. On aura de meilleures opportunités. Donc, nous, on reste vendeurs. Même s'il faut avouer, être vendeur quand... beaucoup d'investisseurs sont vendeurs et que les valos sont aussi basses. Oui, c'est aussi un risque. C'est aussi un risque. On en discute. Voilà. Ouais. C'est évidemment aussi un risque. Alors, revendre maintenant plus, alors vraiment pas pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais. Pas besoin de renforcer si on est déjà vendeur du marché action européen. Pour avancer là aussi, un mot quand même de l'expérience britannique avec le marché réagit évidemment très très mal aux annonces de la nouvelle stratégie budgétaire du gouvernement de Liz Truss qui défait certaines des hausses d'impôts qui avaient été mises en place par Boris Johnson. Bon, bref, c'est le grand all-in pour la croissance. On baisse au maximum la fiscalité qui est déjà pas très élevée aux États-Unis. On essaye de déréguler encore un peu plus. On enlève les plafonds sur les bonus de banquiers. On baisse le taux marginal d'imposition, etc. Puis en même temps, on met beaucoup de soutien à court terme sur la facture énergétique des ménages et des entreprises. Tout ça doit se financer par les marchés. Donc les marchés ont un peu de mal à encaisser le coup aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même une expérience qu'il faut avoir en tête pour d'autres pays? Est-ce qu'on arrive là aux limites de nos marges de manœuvre budgétaires dans un contexte d'orthodoxie retrouvée de la part des banques centrales, Michel? Pour l'instant, c'est quand même un cas à part, un peu. Je doute que ce soit suivi. C'est un laboratoire, quoi. Je doute que ce soit que cette politique de baisser la fiscalité de façon massive, elle avait déjà été d'ailleurs testé par Trump avant, avec des résultats positifs, mais pas exceptionnels aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de revenir un peu sur le sujet sous l'administration Biden. Donc voilà, baisser les impôts de 2 points, 2,5 points de PIB en permanence, je suis pas sûr que ce soit... Ça tente beaucoup d'autres États. Après, pour dire un mot sur la situation du Royaume-Uni, parce qu'il y a quand même plusieurs chocs. Il y a le choc énergétique comme nous, mais on oublie peut-être qu'il y a eu le Brexit. Et que Brexit, c'est sur le temps long, et que plus le temps passe, et plus
l'impact augmente. Les effets sont forts. Ben oui. Ouais. L'impact augmente. Et là, en fait, la vraie question pour le Royaume-Uni, c'est est-ce qu'il est possible, en se privant d'un accès large au marché unique sur les biens, les marchandises, de développer un autre modèle économique, on pense aux services financiers, qui soit un modèle tiers où ils aient leur propre régulation et où alors on peut penser aux services financiers, l'intelligence artificielle, la biogénétique, tout ce que vous voulez, et où ils seraient leaders mondiaux et avec leur propre régulation qui attirerait les entreprises au Royaume-Uni et nulle part ailleurs, parce qu'il y aurait une régulation plus stricte ailleurs. Et c'est ça, et pour l'instant, sinon, en fait, ça reste une petite économie proche de l'Europe et donc très dépendante de l'Europe. Et voilà, c'est ça qui pourrait changer, mais on voit pas se dessiner ces changements pour l'instant. Bon, le marché reste très prudent vis-à-vis du cas et de la stratégie britannique. Pour l'Europe, où est-ce que vous voyez les marges, les limites, en matière de marge de manœuvre budgétaire? Parce que ça file vite quand même. Mais en fait, même si la stratégie, effectivement, peut paraître un peu curieuse, ce qui est fait au Royaume-Uni, d'essayer de transformer ça en Singapour, en Europe, je pense que ça va venir sans doute en Europe également. On va voir comment se passe l'hiver, mais sans doute qu'on va quand même avoir un impact effectivement sur le niveau de chômage. Et à partir du moment où on va avoir justement des effets plus tangibles sur l'économie de la situation actuelle, il est probable que les gouvernements vont commencer à réagir. Et je me demande si effectivement on n'est pas parti dans quelque chose, dans une période un peu nouvelle, avec des gouvernements qui vont être sans doute plus tentés dans les années à venir de soutenir encore davantage leur économie de ce côté-là. Et là, par contre, effectivement, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé dans les années 70, avec un espèce de fuite en avant de ce côté-là. C'est pas un scénario qui me semble tout à fait inenvisageable. Et il est en plus assez envisageable que ça se passe également avec le soutien des banques centrales. C'est pas un scénario que j'exclus. Parce qu'en fait, même si à court terme, on voit bien aussi bien la BCE que la Fed venir lutter contre l'inflation, à moyen long terme, je suis pas bien sûr que ce soit la voie qui soit choisie, étant donné les défis qui nous attendent pour la suite des opérations. Parfait, parce que l'un des grands défis, c'est la transition énergétique et comment on fait la transition avec des taux réels positifs. Non, mais c'est le sujet qu'on va traiter avec le prochain invité qui va prendre votre place. Messieurs, il faut qu'on s'arrête pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Frédéric Rollin, Pictet Asset Management, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, et Michel Martinez, Société Générale CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, alors c'est de l'ESG au sens large, mais on va quand même préciser un petit peu la question. Est-ce que les cartes sont rebattues pour les investisseurs ESG qui ont des considérations environnementales, sociales, de gouvernance, des considérations de durabilité dans leurs investissements, avec notamment la nouvelle donne financière? On en parle avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir Grégoire. Oui, la nouvelle donne financière, c'est déjà des taux qui remontent. Des taux réels beaucoup moins négatifs, voire positifs, et peut-être pendant quelques temps. Ce qui n'était pas un paramètre qu'on avait en tête quand on investissait dans la transition énergétique, par exemple, ces derniers mois ou ces dernières années, Carmine. Dans quelle mesure les cartes de l'investissement ESG sont rebattues aujourd'hui ? C'est vrai que l'ESG est né dans un monde où les taux étaient très très faibles. Et du coup, par définition, étant un investissement de long terme, les gains espérés qu'on peut avoir, au-delà après de l'aspect plus éthique de l'investissement, mais même les gains financiers qu'on peut attendre de nouvelles technologies, étaient tout à fait intéressants, puisque de toute façon, les opportunités à court terme étaient nulles. Voilà, investir à zéro, c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc on va avoir ce problème-là. On a un problème d'énergie, puisqu'on se rend compte que l'économie ne fonctionne pas sans l'énergie fossile, malheureusement pour l'instant. Et on a environ entre 1 et 2 trillions de dollars à investir par an, qu'il faudra bien financer avec soit des déficits ou alors en prenant des ressources ailleurs. Donc la donne est très très compliquée, d'autant plus qu'on est dans un contexte de court terme aussi difficile vis-à-vis, par exemple, de la situation géopolitique. Donc comment on va faire ?
Pour l'instant, on ne sait pas. En revanche, les entreprises qui, elles, avaient bâti ou essayé de bâtir un modèle autour de cette dynamique-là souffrent en bourse. Donc, en 2022, on le sait, c'est une année compliquée pour tout ce qui était plus ou moins catégorisé comme ESG. Donc, la question est, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de réfléchir à un nouveau framework pour que ces investissements-là puissent réavoir du sens, peut-être se reposer des bonnes questions. Donc, est-ce que faut-il regarder peut-être plus des profits qu'on peut avoir avec des technologies existantes plutôt que viser des concept stocks. Voilà, donc il y a tout un tas de sujets que les investisseurs commencent à se poser dans un monde où les taux d'intérêt ne sont plus négatifs ou nuls. Bon, et vos convictions à ce stade, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce que ça veut dire beaucoup plus de sélectivité déjà de la part des investisseurs, y compris dans cette dimension ESG? Est-ce que ça veut dire également considérer peut-être des actifs un peu plus réels d'une certaine manière, aller vers des entreprises qui ont peut-être des actifs tangibles, des actifs réels? C'est ce que le marché recherche aujourd'hui, d'une certaine manière. Est-ce qu'on va le retrouver dans la dimension ESG? La donne est compliquée parce que, d'une part, volant ou non, quelque part, l'investissement ESG, historiquement, était quand même une idée de croissance. Et bien sûr. Une idée de bull market. Et donc aujourd'hui, on est obligé de se reposer la question, faut-il aller chercher des opportunités dans des secteurs compliqués, mais qui sont nécessaires? Donc ça, c'est important de le rappeler, ce sont des secteurs nécessaires, on le découvre tous les jours, l'agriculture, l'alimentation, les matériaux, l'énergie. Donc comment on va faire pour ces entreprises-là? Comment on va s'engager? Et d'autant plus que financer cette transition ne sera pas gratuite. Donc, quelque part, avoir une entreprise qui soit gérée correctement, avec un bon management, une entreprise qui soit profitable, elle aura peut-être plus de chances de se transformer son business model, plutôt que des entreprises qui reposent sur un modèle de croissance très lointain. Donc on peut penser par exemple à des entreprises dans le monde du digital, du numérique, oui, bien sûr, numérique, qui sont tout à fait des investissements louables, mais dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, la question de la durabilité d'un modèle économique, au-delà de la durabilité du modèle énergétique et environnemental, est équivalente. On ne pourra pas faire la transition dans un contexte où l'entreprise n'arrive pas à être profitable. Ça me donne le sentiment qu'on va aller vers un ESG beaucoup plus efficace, d'une certaine manière. Si on est dans le but, effectivement, de participer à la transition, le net zéro, des économies décarbonées, voire zéro carbone, horizon 2050, je veux bien qu'acheter L'Oréal ou Estée Lauder ou j'en sais rien, qui doivent avoir des notes ESG superbes, je n'en doute pas. Très bien pour un portefeuille ESG, ça fait monter le score, c'est pas très carboné en plus, donc ça permet d'être aligné sur les accords de Paris. Mais c'est pas ce que va faire L'Oréal qui permettra de faire la transition énergétique quand on regarde les masses et les ordres de grandeur qui sont générés par des industries beaucoup plus dures comme vous dites. Est-ce que ça va ramener justement le focus vers ces industries avec des investisseurs ESG qui vont rentrer un peu dans le dur, justement, aller là où il y a des problèmes? Quelque part, la donne change et donc du coup, il va falloir se reposer des questions. Il en reste parce que les investisseurs finaux, alors on pense à beaucoup des gens qui nous écoutent ce soir, c'est les porteurs finaux de ces stratégies-là. Ils vont certainement s'intéresser à l'aspect environnemental, mais ils vont aussi s'intéresser à l'aspect performance. Et donc du coup, pour nous, pour les gérants, ça va être très important de se poser la question comment on peut aligner une idée d'investissement responsable avec des investissements dans des secteurs qui, probablement, dans les années à venir, vont retrouver plus de couleurs. Moi, j'ai réfléchi à une information, à une statistique qui est assez frappante. Donc, aujourd'hui, dans le monde, il y a 90% du GDP mondial qui est couvert soit par une loi climat, donc c'est le cas par exemple de la France, de l'Allemagne, soit par des documents, ce qu'on appelle des policies, qui sont assez strictes. Par exemple aux États-Unis, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de certains pays nordiques. Donc d'une part, on a un monde où à peu près toutes les économies sont couvertes par ces politiques-là, et pourtant les émissions ne cessent de croître. Moi, ma conviction, peut-être moi aussi mon souhait, est que si on n'y est pas arrivé ces dernières années à changer la donne avec l'investissement, probablement la situation géopolitique va nous forcer à ça. On voit l'Allemagne, on voit la France, on voit les États-Unis. Cette idée de regagner cette indépendance énergétique passera sans doute
par une transition économique. Et donc, on va faire la transition pour une question de souveraineté énergétique. Probablement, c'est la façon avec laquelle on y arrivera. Donc, il faudra combiner encore une fois les aspects d'investissement, mais ça aidera aussi que les États réfléchissent à la question, non seulement d'un point de vue, disons, éthique, mais aussi d'un point de vue économique. Et probablement avec ça, des entreprises qui n'étaient jamais regardées par des investissements ESG retrouveront leur place dans les portefeuilles, la place qui est la leur. Non, mais c'est intéressant parce que l'équilibre qu'il va falloir trouver, parce que on cherche aussi, à travers l'investissement, un retour financier. Alors après, on peut discuter du niveau, du rendement, du retour qu'on veut sur ces investissements. Peut-être que le return on equity doit être un peu plus faible pour des investissements, effectivement, qui participent à la transition. C'est un autre débat. Mais je vois bien, effectivement, comment le secteur de la défense, par exemple, est traité en bourse aujourd'hui. Porté, évidemment, au firmament. Thales est la meilleure performance du CAC depuis le début. On le comprend aisément dans un monde où la sécurité est devenue un véritable problème aux portes de l'Europe, comme on l'a jamais vu depuis plusieurs générations, peut-être. Et donc, se pose la question, à un moment, de savoir, effectivement, tiens, là, il y a de la performance financière. Est-ce que je vais pouvoir trouver de l'intérêt ESG dans des secteurs qui, évidemment, intuitivement, n'étaient pas du tout des secteurs dans lesquels les investisseurs ESG avaient envie d'aller. En fait, sous l'armement, c'est plutôt un héritage historique de l'investissement responsable. Ouais. On n'en veut pas. Alors, on peut continuer à dire on n'en veut pas, c'est très bien. Finalement, le capital est assez petit, donc on essaie de le déployer là où on se sent beaucoup plus à l'aise, dans la transition écologique, dans le social, dans la gouvernance. En revanche, pour ceux qui se disent non, il va falloir aussi réfléchir à des questions de sécurité, de défense, donc avec une approche peut-être moins dogmatique, là on va pouvoir faire aussi des choix. Il ne faut pas oublier que la plupart des inventions dont la population bénéficie aujourd'hui ont été développées par les entreprises et par les États lors des programmes de recherche sur la défense. Donc ça reste un secteur important, compliqué pour beaucoup d'investisseurs. L'idée n'est pas que tout le monde abandonne les approches historiques pour aller vers l'armement. Au contraire, on peut continuer à travailler sur l'énergie renouvelable, sur des entreprises qui font plus attention au social. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut plus se permettre le luxe de dire il y a tout un pas de l'économie qu'on ne peut pas régler. Eh oui, c'est ça. On ne peut pas exclure tout le monde. Le monde aujourd'hui ne permet plus d'être... Et on a besoin de tout le monde. Voilà. Seulement tech et financière et santé ne suffisent pas. Mais non. D'un point de vue environnemental, et d'un point de vue mais oui, financier. On ne résout aucun problème de l'équation climatique avec ces secteurs-là. Il faut imaginer, alors sur la partie énergétique et climatique, il faut imaginer aussi un ESG qui soit peut-être plus proactif vers des secteurs, alors les gros secteurs émetteurs, les cimentiers, le transport, des secteurs là aussi qu'on n'avait pas tellement envie d'avoir dans ses portefeuilles, parce que tout de suite, le score carbone, il explose quand on a un portefeuille. On a les outils, et même, il faut reconnaître que la Commission européenne a été relativement ouverte à ce type de discussion. Bon, ça a fait beaucoup de polémiques sur le gaz, sur le nucléaire, mais aujourd'hui, on a un scénario, on a des standards pour tous les secteurs. Donc même pour un cimentier, c'est un métier compliqué, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de construire des maisons. On peut réfléchir à des nouveaux matériaux, mais cependant, pour l'instant, ça, c'est des choses dont on a besoin. Donc comment on fait pour ramener ces entreprises, ces industries, dans un scénario qui nous permet d'arriver à net zéro et ensuite atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc l'investissement ESG aujourd'hui doit se transformer d'un exercice de scoring. Donc je veux le portefeuille qui soit le meilleur parmi mes concurrents, parmi les choix possibles, à un portefeuille qui vraiment permet d'atteindre les objectifs dont on s'est fixé. Et donc ça passe aussi par des investissements dans des entreprises compliquées, disons. Ouais. Et ça, pour conclure, Carmine, la réglementation peut le permettre. Les labels peuvent également le permettre, parce qu'après, il y a tout le marketing qu'on déploie aussi autour de l'ESG pour les investisseurs professionnels ou le client. Il y a plusieurs aspects. Donc, la réglementation n'interdit rien. Enfin, après tout, ces entreprises cotées, s'il n'y a pas de problématique, de scandale, c'est des entreprises qui sont légitimes, un business légitime. Les labels, ça dépend du type de label. Donc, après, évidemment, il y a des labels qui sont plutôt orientés sur la transition climatique. Donc, évidemment, dans un type de fonds qui aurait ce type de label, on s'attend à trouver des entreprises qui soient pertinentes à la thématique. Après, vous avez le label ISR, c'est un label généraliste, donc c'est plutôt un label qui essaie de promouvoir des caractéristiques. Donc, vous pourrez très bien avoir des entreprises dans des secteurs beaucoup plus compliqués, ça ne ferait pas de problème. Et
la réglementation européenne qui n'interdit en rien, voilà, on l'oublie souvent, mais par exemple l'armement, il n'est pas du tout sanctionné dans la réglementation européenne. On parle encore de l'armement qui n'est pas assujetti à des traités. Oui, bien sûr. Donc, Ouais. il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités à faire. Donc, il ne faut pas se restreindre, parce que sinon le résultat, c'est d'avoir aussi des performances financières qui ne sont pas évidentes. Il y a un champ des possibles qui existe et on verra effectivement comment les investissements ESG peut-être se tournent vers des secteurs, des types d'investissements qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas voulu rechercher en tout cas dans le passé. Merci beaucoup Carmine. Merci. Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam, qui était avec nous en plateau pour le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.